What's up les catch addictés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour le Jimbo Nossi qui est pour nous de Jimbo pour TLC 2020, le dernier pay-per-view de cette année 2020 qui aura lieu la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin sur le WWE Network, donc bien sûr 1h du matin heure française. Mais vous pourrez voir le pré-show de TLC gratuitement sur la chaîne YouTube de la WWE ou encore sur le WWE Network à minuit heure française. Vous êtes prêts? Que les pronos commencent. Bon, est-ce que vous avez la hype pour TLC? Bah, moi oui, je trouve, personnellement. En cas, TLC, pour moi, est un pay-per-view plutôt correct, mais on voit que WWE est un peu en mode PLS par rapport à ce pay-per-view, car nous avons que 3 matchs avec des stipulations, dont 2 qui sont propres au TLC. Donc, c'est-à-dire, comme vous savez, les 2 matchs pour les titres mondiaux sont des TLC matchs. Mais, on oublie un détail, c'est que depuis plusieurs années, dans le pay-per-view TLC, nous avons les matchs qui caractérisent le TLC. Donc, je m'explique. En principe, on a effectivement 1 ou 2 matchs TLC, mais nous avons un match de table, un match de échelle et un match de chaise. Et ben, nous n'en avons aucun des 3 qui sont proposés par la WWE. Donc, est-ce que ces derniers nous gardent une petite surprise pour le pay-per-view? Car on sait très bien que WWE adore nous ajouter des stipulations à la dernière minute. Donc, ça reste à voir. Mais, je ne vous cache pas que bien sûr, j'ai une hype très bonne pour TLC. Mais il y a des matchs où vraiment j'en ai quasiment rien à foutre. Il y a juste un élément voilà, qui me fait regarder ce match. Mais sinon, il y en a, j'en ai rien à foutre. Alors qu'il y en a, franchement, j'attends avec impatience donc le dénouement de ce match, bien que y ait des matchs où on connaît clairement le vainqueur, mais comme la storyline est tellement bien construite que j'ai envie de regarder ce match jusqu'au bout et pourquoi pas une surprise de la part de la WWE. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes vendredi, donc SmackDown c'est demain. Donc nous avons une carte incomplète de TLC, dont nous avons que 6 matchs d'annoncés et pas de kick-off. Donc mon pronostic ne sera pas complet, mais je vous incite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car vous aurez une petite case match prévisionnel, donc des matchs que j'aimerais bien voir à TLC et qu'on est susceptible d'avoir. Allez, c'est parti, j'ai beaucoup trop parlé. Donc là, on va commencer. Donc je commence direct cash avec les matchs pour lesquels je n'ai pas du tout de hype. Donc le premier match, match pour les titres féminines par équipe de la WWE, Shayna Baszler et Nia Jax contre Asuka et Lana. Donc là, certes, on sait ce qui se passe, mais je veux continuer quand même dans cette idée-là de avec Lana. Donc l'idée de storytelling, déjà, je trouve ça dégueulasse, clairement, parce que voilà, Lana, dernière survivante des Survivor Series, et là, d'un coup, elle a un match de championnat contre Asuka, alors qu'elle ne l'a pas demandé, et nous avons Shayna Baszler et Nia Jax qui continuent à lui taper dessus, et comme elle fait équipe avec Asuka, bah pourquoi pas mettre les titres en jeu, quoi. Mais le problème, c'est que WWE n'a rien construit autour. Est-ce que je vous rappelle que WWE fait passer Lana à travers la table des commentateurs par Nia Jax depuis plusieurs semaines, et on avait des rumeurs de Lana qui se vengerait de Nia Jax en la faisant passer à travers une table. Donc WWE n'a pas essayé de nous faire quelque chose. Comme j'ai dit, à TLC, on pourrait avoir un match de table. Et franchement, si on devait mettre un match de table, c'était sur ce match d'avoir Lana qui se venge de Nia Jax en la faisant passer à travers la table et en permettant donc grâce à cela de devenir championne par équipe avec Asuka. Mais WWE a changé son opinion, car en effet vous avez vu à Raw, Lana s'est fait attaquer, donc elle est inapte à combattre, donc Asuka est toute seule pour le moment. Elle doit choisir une partenaire mystère. Et là j'ai vu les noms qui ont
diffusés sur les réseaux sociaux. Ah, il y en a plein là. À niveau retour, par exemple, on a Charlotte Flair qui pourrait faire son retour, donc l'idée n'est pas conne. Ou peut-être une promotion de NXT dans le roster principal, donc pourquoi pas une équipe 100% japonaise avec Yoshiwai. L'idée pourrait être pas mal de, voilà, pour la première fois d'avoir des championnes par équipe qui ne sont pas dans le même roster. Parce que je tiens à rappeler que ce sont les titres par équipe de la WWE, donc ça veut dire que les championnes peuvent aller à Raw, SmackDown ou NXT quand ils veulent. Mais il n'y a rien qui est dit que forcément les champions doivent être dans le même roster. Donc ça pourrait être une idée. Ou moi j'espère, ce serait mon coup de cœur personnellement, Rhea Ripley qui profiterait de ce moment pour aller dans le roster principal et faire équipe avec Asuka. Oh mais on a même aussi qui sont sortis des trucs, parce que WWE va ouvrir NXT Inde. Ouais, mais apparemment WWE ouvrirait aussi un NXT Asie. Donc notamment au Japon. Et comme vous le savez, Kairi Sane donc est partie donc au Japon, mais en bon terme avec la WWE en tant qu'ambassadrice de la WWE au Japon. Donc WWE serait peut-être pourquoi pas tenté de faire revenir exceptionnellement Kairi Sane pour pourquoi pas faire la promotion de NXT Asie pour le cadre du Japon. Pourquoi pas? Mais bon, ça c'est une idée qui me semble pas possible. Mais si on veut aller dans la logique et qu'on reste dans le storytelling, bah le truc ce serait le retour donc de Dana Brooke ou encore de Mandy Rose aux côtés de Asuka. Comme on a pu voir du côté de Raw, Mandy Rose donc a fait son retour, a voulu aider sa partenaire, mais elles se sont fait toutes les deux casser la gueule par les championnes. Asuka est intervenue. Donc si on suit la logique, ce serait soit Mandy Rose ou Dana Brooke qui serait la partenaire mystère de Asuka. Mais j'ai envie d'avoir un peu de mystère quand même, pourquoi pas. Soit le retour de Charlotte Flair qui se venge de Nia Jax de l'avoir baissé. Parce que je tiens à rappeler que avant que Charlotte soit absente, elle s'est fait attaquer par Nia Jax avec le fameux coup du container à poubelle sur le bras. Donc ça peut être une idée de vengeance de Charlotte Flair sur Nia Jax. En plus, je tiens à rappeler que les titres par équipe de la WWE est le seul titre que Charlotte n'a pas remporté de sa carrière. Donc, le fait de la faire gagner, bah, il la rendrait Grand Slam Champion, tout simplement. Et vraiment, coup de cœur, comme j'ai dit, Rhea Ripley, ce serait génial. Donc, trêve de blabla, on passe au pronostic. Donc, pour moi, peu importe, il y a un partenaire de Asuka, je pronostique Asuka et sa partenaire mystère, nouvelle championne par équipe de la WWE, car pour être honnête, j'en ai ras-le-bol de Shayna Baszler et Nia Jax en tant que championne par équipe, car l'énorme problème, c'est qu'elles sont qu'à Raw. Tu n'y vois pas se trimballer à SmackDown ou encore à NXT, ne serait-ce que pour faire des promos, pour provoquer. Non, elles sont qu'à SmackDown. Alors qu'on a beau critiquer Sasha Banks et Bayley, je suis désolé, elles étaient toutes les deux à Raw, à SmackDown. Elles ont fait quelques passages à NXT et elles défendaient leur titre contre tout le monde. Tu voyais à un moment donné où elles étaient en rivalité du côté de Raw et en même temps du côté de SmackDown. Donc l'idée était mieux. Donc franchement, j'espère qu'ils vont donner une opportunité, voilà, d'avoir de nouvelles championnes et que cette dernière pourront vraiment représenter la division par équipe de la WWE du côté des femmes. Et donc là, on passe au deuxième match. Donc le deuxième match auquel j'en ai vraiment rien à foutre. Sasha Banks, la championne de SmackDown, défend contre l'intouchable Carmella. Et oui, l'intouchable Carmella. Et franchement, niveau storytelling, je crois que c'est même pire du pay-per-view. Car pour moi, personnellement, j'ai trouvé ça mais horrible. Carmella qui revient avec une nouvelle gimmick, avec un nouveau thème. Bim, ça y est, tu la mets au top de la compagnie, tu la mets main eventeuse. Ok, je suis d'accord, ça donne du nouveau, voilà, plutôt de se taper toujours du Bayley contre Sasha Banks. Ok, je suis d'accord. Mais franchement, j'aime pas trop. Alors qu'il y en a d'autres du côté de SmackDown qui mériteraient un match de championnat. Je ne cite d'autres que Bianca Belair. Donc voilà, j'ai pas trop aimé. En plus, bah, niveau storytelling, comme j'ai dit, c'est mal fichu, voilà. Tu nous annonces ce match, elles doivent signer un contrat. On nous annonce un match de championnat dans le main event de SmackDown, alors que le match est annoncé à TLC. Donc, faut pas être con, on sait très bien que le match va pas se finir dans les règles, mais ils nous le font quand même. Mais le match est quand même maintenu à TLC, alors qu'on aurait très bien pu, voilà, mettre ce match du côté de SmackDown, on n'en parle plus, et ça laisse une place libre pour TLC, et pourquoi pas mettre un autre match féminin, je cite, Bianca Belair contre Bayley. Mais non, on est à SmackDown ce soir. Donc, franchement, c'est pas fameux. Et franchement, si on se tape le même match qu'on s'est tapé la semaine dernière à SmackDown, bah, ça va pas être fameux.
Donc franchement, je vais pronostiquer Sasha Banks toujours championne. Mais c'est vraiment, je suis un peu déçu. J'étais heureux de voir Sasha Banks remporter le titre face à Bayley. J'étais heureux de l'avoir conservé son titre face à Bayley, à vaincre sa malédiction de la première défense de titre. Mais au final, ouais, mais tu quittes une rivalité excellente contre Bayley et tu tapes une rivalité merdique contre Carmella. Bah franchement, ça nique vraiment un règne de championne qui est prometteuse, quoi. Ils vont nous faire comme Asuka du côté de Raw. C'est-à-dire qu'ils vont donner une championne crédible, mais avec des adversaires qui sont pas du tout crédibles. Et c'est ça qui risque de faire peur à la division. Et je cache pas, la division féminine de la WWE, c'est l'énorme point faible de la WWE en ce moment. Ah bon, maintenant je vais me calmer un peu et on va passer sur des matchs où vraiment je commence à être hypé. Donc là, on passe au titre par équipe de Raw. Le Hurt Business face au New Day. Et bah là, franchement, ce match, je le trouve assez sympa. Car en effet, vraiment, on voit que c'est du renouveau de voir d'autres équipes affronter les champions. Et je cache pas, mais Hurt Business, j'adore ce clan. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu de mal, du fait qu'aussi, on les mettait dans des storytelling un peu dégueulasses, où au début, ils étaient en rivalité contre la team Ricochet, Cedric Alexander, Viking Raiders, par exemple, ou Apollo Crews. Et après, tu les mets en rivalité contre Rétribution. Donc, c'est sûr, t'as un peu de mal avec Hurt Business. Mais depuis un moment, voilà, le Hurt Business est à un niveau où vraiment je surkiffe, c'est meilleur corps à la WWE. Et franchement, ça fait énormément plaisir de voir les membres du Hurt Business à nouveau sur les écrans. Parce que je tiens à préciser que les membres du Hurt Business, ils n'étaient pas vraiment présents. Tu voyais Shelton Benjamin, quand il a fait son retour, à part faire l'équipe avec Chad Gable, il faisait pas grand chose. Cedric Alexander, dès qu'il a perdu son titre Cruiserweight face à Buddy Murphy, il faisait rien, Cedric Alexander. Et Bobby Lashley, c'était pareil. Ils faisaient une rivalité contre Rusev avec Lana de son côté, c'était merdique. Dès qu'MVP est revenu, Bobby Lashley, il a pris du galion, il est devenu champion des États-Unis. Donc franchement, ça peut être que génial. Et là, tu vois vraiment qu'ils font monter petit à petit jusqu'à affronter la meilleure équipe à l'heure actuelle à la WWE, dont nos 10 fois champions par équipe, le New Day quand même. Donc franchement, c'est génial. C'est vraiment une bonne récompense de la part du Hurt Business, du fait qu'ils s'investissent énormément, que ce soit dans le ring ou en backstage. Donc franchement, je vais dire franchement, il faut récompenser à fond leur business et leur donner les titres par équipe, et franchement ça ferait du bien, car pour moi le New Day, ils ont plus rien à prouver, ils sont 10 fois champions. Donc maintenant le rôle qu'ils ont à faire à la WWE, c'est tout simplement mettre les équipes en avant. Donc franchement, je vais pronostiquer le Hurt Business nouveau champion par équipe de Raw, et je suis très curieux de voir la réaction de Cedric Alexander. Ah c'est oui, je tiens à vous rappeler que Cedric Alexander, depuis quelques semaines, il y a un peu le rôle de l'adolescent qui se monte la tête et qui prend la grosse tête. Et on le voit quand il envoie des pics indirects à Shelton Benjamin, quand il parle au New Day en disant ouais mais vous avez battu Shelton Benjamin, mais je suis pas Shelton, moi je suis Cedric, moi je peux vous battre. Et c'est ce qu'il fait. Il bat le New Day à lui tout seul, en 1 contre 1. On l'a vu lors du dernier Raw, il a fêté tout seul sur les coins du ring, alors que les autres membres du Hurt Business célébraient au centre du ring. Donc franchement, je suis assez curieux de voir ça. Et je pense que personnellement, Cedric Alexander, il va prendre une énorme recette et il va se faire claquer par Bobby Lashley et MVP pour qu'il soit remis dans le droit chemin. Parce que je ne vois pas du tout et à WWE séparer le Hurt Business, ou au moins se séparer d'un membre du Hurt Business. Personnellement, je trouve que ça n'aurait aucun sens de diviser le Hurt Business, qui est pour moi le meilleur clan actuel à la WWE. Et là, on passe au prochain match. Donc un des matchs où je suis vraiment hypé au niveau déjà storytelling, mais la stipulation me fait un petit peu peur. Il s'agit du match The Fiend Bray Wyatt contre Randy Orton dans un Firefly Inferno match. Un Firefly Inferno match. Je vous dis franchement, on n'a aucune information sur ce match. On ne sait même pas si par exemple ça peut être un match cinématographique ou tout simplement un match où ce sera mis en direct, ou ce sera tout simplement un Inferno match. Donc c'est-à-dire que les deux catcheurs seront dans le ring et il y aura des flammes autour du ring pour empêcher ces derniers de s'échapper du ring. Donc bien sûr, on n'aurait plus eu d'Inferno match.
depuis le match Kane contre Bray Wyatt à SummerSlam en 2013. Mais franchement, que ce soit rien ou l'autre, je suis hyper hypé dans cette rivalité de voir vraiment que WWE, bien qu'il recycle une ancienne rivalité entre Bray Wyatt et Randy Orton en 2017, ça reste quelque chose qui passe quand même. Parce qu'ils arrivent très bien à nous relier ces deux rivalités-là. Et franchement, je vois clairement, on voit Randy Orton en prédateur qui dit « Ouais, mais j'ai pas peur de The Fiend, j'ai pas peur. » Mais dès que The Fiend y arrive, bah, il est totalement pétrifié face à The Fiend. Et donc, The Fiend en profite. Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis 2 semaines, The Fiend est tout seul. Il n'y a pas Alexa Bliss à côté de lui. Donc ça confirme les faits de Randy Orton, c'est qu'Alexa Bliss serait le point faible de The Fiend. Donc reste à savoir si à TLC, The Fiend va venir avec Alexa Bliss. Et que si Alexa Bliss vient, est-ce que Randy Orton, machiavélique comme il est, en prédateur, utiliserait Alexa Bliss pour venir à bout de The Fiend? Ça c'est vraiment une question pour laquelle je me pose. Mais le seul point négatif que j'ai dans cette rivalité, après vous pouvez me dire « Ouais mais Jimbo tu cherches la petite bête etc. » Oui, je cherche la petite bête. Mais c'est que je trouve que l'utilisation de The Fiend arrive beaucoup trop vite dans cette rivalité. J'aurais tellement voulu voir par exemple Bray Wyatt qui affronte Randy Orton à TLC. Orton bat Bray Wyatt, comme on voit souvent. Et après, on a The Fiend qui commence à arriver petit à petit et teaser un match entre The Fiend et Randy Orton. On n'a pas eu ça, on part crescendo sur The Fiend Randy Orton. Mais en soi, ça reste super. Et franchement, Randy Orton, c'est pareil que New Day. Il n'y a plus rien à prouver à la fédération. Maintenant, ce qu'il doit faire en tant que légende, donc je précise, en légende, vous allez comprendre la référence, c'est de mettre ces catcheurs, les futurs de la WWE en avant. Et pour moi, je dis haut et fort, le futur, c'est Bray Wyatt, c'est The Fiend, Bray Wyatt, ce futur de la WWE. Donc, faut mettre ce dernier en avant. Faut pas jouer son égoïste. T'as plus rien à prouver, Randy. Donc, tu mets The Fiend en avant. Une défaite face à The Fiend, ça va pas te faire mal. T'as perdu contre Drew McIntyre une semaine avant les Survivor Series, tu t'es relevé. Donc, une défaite contre The Fiend, ça va pas te tuer. Donc, je pense que vous avez tous compris la référence à qui je parle. Donc, je vous laisse en parler dans les commentaires. Mais faut pas être sorti de sincère pour comprendre de qui je parle. Enfin bref, je vais me calmer un peu. Je vais pronostiquer The Fiend, Bray Wyatt, vainqueur de ce match. Car franchement, cette rivalité, je surkiffe. Et on voit vraiment que The Fiend a vraiment son aura de terrifiant. Que même un prédateur, quelqu'un qui n'est pas tout seul dans sa tête comme Randy Orton, dès qu'il le voit, il est tout simplement terrorisé. Donc là, on va passer aux 2 main events de la soirée, les 2 matchs TLC match. Et on va commencer du côté de Raw. Le champion de la WWE, Drew McIntyre, affronte le phénoménal AJ Styles. Donc là, je vous cache pas, franchement, j'adore cette rivalité, de voir que ces 2 catcheurs ne se sont jamais affrontés à la WWE. C'est franchement génial. Et on voit que AJ Styles, il est très intelligent, car AJ Styles n'hésite pas à faire équipe avec d'autres ennemis du Drew McIntyre. Donc il va vraiment dans l'idée, l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Et il n'hésite pas à dire franchement, voilà, oui, j'accepte de t'aider, mise, car si tu arrives à cash in contre Drew McIntyre, si tu arrives à devenir champion de la WWE, ce sera beaucoup plus simple pour moi, car tu seras beaucoup plus facile à vaincre que Drew McIntyre. Et là, franchement, j'ai bien aimé de voir ça. Donc ça entraîne vraiment une incertitude dans ce match, parce que voilà, c'est un TLC match, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de disqualification. Donc on sait que le match, ce sera pas juste McIntyre contre AJ Styles, il y aura des interventions, car déjà AJ Styles sera accompagné d'Omos, donc Omos va forcément intervenir à son tour. Mais c'est possible que Drew McIntyre se fasse attaquer par une mise et par John Morrison durant le match. Mais on oublie un élément, on oublie Sheamus. Sheamus peut très bien intervenir pour aider son ami Drew McIntyre. Et pourquoi pas faire un petit quelque chose après le match. Donc franchement, malgré tout cela, je pense que ça va pas mettre un terme au règne de Drew McIntyre. Car je le dis aussi haut et fort, 2020, c'est l'année de Drew McIntyre. Drew McIntyre, superstar de l'année 2020. Je le dis haut et fort, je l'assume. Donc pour moi, Drew McIntyre va conserver son titre de champion de la WWE et battre AJ Styles. Donc je pronostique Drew McIntyre toujours champion de la WWE. Et comme je l'ai dit, Sheamus qui intervient pour sauver McIntyre. Mais pourquoi pas après le match, pendant qu'ils sont en train de célébrer, dès que Drew McIntyre aura dos tourné,
pourquoi pas faire un e-turn sur Drew McIntyre, donc réattaquer et au final confirmer ce que tout le monde soupçonne sur Sheamus depuis plusieurs semaines. Et pourquoi pas se diriger sur une rivalité entre Sheamus et Drew McIntyre, pourquoi pas pour le Royal Rumble. Et là, on passe au main event des main events de la soirée. Le deuxième match TLC, le chef de la tribu, le bout de table, le champion universel Roman Reigns contre son challenger Kevin Owens. Bah là, à la différence où Drew McIntyre et Jay Styles va se jouer un peu sur l'aspect physique, je sens que ce match va se jouer vraiment dans l'aspect psychologique. Et on le voit déjà au niveau storyline, où on voit que Roman Reigns et Kevin Owens ne vont pas forcément se taper dessus, mais ils sont surtout en train de se faire une bataille de promo qui pour moi est géniale, car on voit vraiment que la WWE présente Kevin Owens comme un Stone Cold Steve Austin 2.0. Bon, je m'explique, car on peut constater que depuis l'année dernière, à chaque fois qu'un catcheur veut se montrer au top, se dire oui c'est moi qui décide, qui est premier à se dresser contre lui, c'est Kevin Owens. On l'a vu du côté de Raw où Seth Rollins s'est autoproclamé le Monday Night Messiah, être à la tête de Raw, qui est premier à se dresser contre lui, Kevin Owens. Roman Reigns c'est pareil, il dit oui je suis à la tête de Raw, regarde j'ai ma tribu et tout, qui est premier à se friter à lui, Kevin Owens. Et franchement, je trouve ça génial, Kevin Owens en tant que justicier. Et on voit clairement, voilà, qu'il n'a pas peur de Roman Reigns. Il le dit clairement, tu peux ramener toute ta trique, tu peux ramener toute ta famille, j'en ai rien à cirer. J'ai mes amis, j'ai des tables, j'ai des chaises qui sont prêts à te casser la gueule, à casser la gueule à ta famille. Donc peu importe, je deviendrai champion universel. Et franchement, c'est un truc que j'aime bien. Bien qu'on connaît le vainqueur de ce match, parce que voilà, je pense pas que Kevin Owens va remporter le match, mais WWE nous insuffle quand même une petite lueur d'espoir pour Kevin Owens, qui pourrait, pourquoi pas, d'une manière surprenante, gravir l'échelle et devenir à nouveau champion universel. Donc c'est ça que j'aime bien dans cette rivalité, c'est que bien qu'on connaît le résultat, bah il y a quand même une petite lueur d'incertitude. Et puis je cache pas, bah Roman Reigns c'est ce qui fait la différence du côté de Raw, car en effet malheureusement Monday Night Raw a enregistré sa pire audience de l'histoire ce lundi. Et donc on voit clairement que du côté de SmackDown, ce qui fait tenir le show bleu, c'est Roman Reigns, d'avoir vraiment eu le changement total du personnage, d'un babyface que le mec, voilà, il se dresse contre toutes les figures de la compagnie, vraiment qui a gardé l'idée de The Shield, d'être le justicier, et que tu vois qui est passé du côté obscur, qui se vend comme étant la figure d'autorité de SmackDown, que le mec qui n'hésite pas à utiliser sa famille vraiment comme des pions, à dominer sa famille d'une main de fer, vraiment d'une dictature implacable. Et franchement je surkiffe, alors que voilà, j'avais un petit peu peur d'un e-turn de Roman Reigns, mais de voir que ce e-turn est parfaitement maîtrisé, bah, je pense que ça fait la différence du côté de SmackDown. Après, j'en vois pas du sec qu'à Raw, mais disons que le problème, c'est qu'à Raw, bah, mis à part deux rivalités, donc AJ Styles, Drew McIntyre, Randy Orton, The Fiend, bah, y a pas grand chose qui permet de maintenir Monday Night Raw au top des audiences. C'est ça les trucs. Alors que du côté de SmackDown, il y a beaucoup d'interrogations, dont notamment voilà Roman Reigns, mais aussi peut-être des petites piques, des potentiels push, etc. Donc c'est ça, je pense, qui fait tenir SmackDown au-dessus de Raw. Mais enfin bref, on va finir par les théories. On va passer au pronostic. Donc je dis ouvertement, je pronostique Roman Reigns toujours champion universel. Et la question qu'on peut se poser, c'est que Jey Uso va-t-il intervenir ou pas? Car on peut voir que voilà, Jey Uso veut prendre des initiatives, sauver son cousin, faire tout ce qu'il faut pour la famille, mais Roman Reigns n'apprécie pas parce qu'il se dit ouais mais je suis capable de les battre, mais tu interviens, donc regarde ce que ça donne comme image, ça veut dire que moi je suis obligé d'avoir besoin de ma famille pour gagner mes matchs, alors que j'en suis capable sans aide. Donc il explique par rapport à son match face à Drew McIntyre lors des Survivor Series. Et donc au final, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a tapé la gueule de son cousin. Donc est-ce que Jey Uso va intervenir sans l'accord de Roman Reigns? C'est ça le truc. Parce que Roman Reigns, il le dit, si tu interviens uniquement quand je te donne l'ordre. Tu prends pas de décision si c'est pas moi qui te dis ou si c'est Paul Heyman qui te le dit. Donc c'est ça qui est super. C'est qu'on peut se diriger vers un match parfaitement clean, donc sans intervention, mais après bien sûr avec quelques coups un peu illégaux. Mais comme il s'agit d'un match TLC, les coups illégaux,
n'existe pas. Donc franchement, je pense qu'on va se diriger vraiment sur un bon main event de TLC qui va booker cette année 2020, bon, assez un peu chaotique au niveau des pay-per-view à la WWE. Donc là, on a fini sur la carte qui a été annoncée, mais comme j'ai expliqué en début de vidéo, la carte de TLC n'est pas complète. Donc on peut avoir des matchs qui peuvent se rajouter, notamment à SmackDown. Donc là, on va passer sur des matchs que pour moi, je pense qu'ils peuvent arriver. Malheureusement, ça va me faire mal au cœur. Il s'agit des titres par équipe de SmackDown. Oui, parce que vous allez me dire, oui, mais Jimbo, ils défendent leur titre ce soir contre Roode et Ziggler. Je suis d'accord avec vous, mais je sens que le match ne va pas se terminer clean et qu'au final, on aura un nouveau match entre les Street Profits, Roode et Ziggler, lors de TLC pour les titres par équipe de SmackDown. Et donc, au final, bon, même s'il y a ce match, je ne cache pas, j'ai beau adorer Ziggler, j'ai beau adorer Robert Roode, mais j'aime mieux ces catcheurs en solo plutôt qu'en équipe. Donc pour moi, personnellement, je vais pronostiquer Street Profits toujours champion, car pour moi, voilà, Street Profits, ils ont une putain d'aura, notamment Montez Ford, c'est mon préféré des deux, donc je le cache pas, je suis à fond derrière Street Profits. Autre match, donc là, on va passer du côté de War. Donc je verrai peut-être, pourquoi pas, Riddle affronter Bobby Lashley pour le titre des États-Unis, car vous avez pu voir depuis quelques semaines, notamment en backstage, Riddle a pris contact avec MVP sur certaines idées et on voit que Riddle est souvent aux abords du ring lors des matchs du Hurt Business. Donc on a pu voir par exemple Jeff Hardy contre Bobby Lashley, Riddle était à côté de Jeff Hardy, ou encore cette semaine où Jeff Hardy et New Day affrontaient Hurt Business, c'était Riddle qui était aux abords du ring. Donc Riddle est en train d'avoir le titre des États-Unis en ligne de mire. Donc WWE pourrait pourquoi pas nous proposer ce match, et franchement ce match je pense que ça promet. Après reste à savoir, après je vais pronostiquer, c'est vrai j'ai l'air un peu foufou, je pronostiquerai pourquoi pas Riddle nouveau champion des États-Unis, car notamment en backstage, Vince McMahon adore le personnage de Riddle, et donc pourquoi pas pousser l'image de Riddle jusqu'au bout en lui faisant gagner le titre des États-Unis. Pourquoi pas? Parce qu'après, personnellement, si Bobby Lashley perd le titre des États-Unis, je pense pas que ça va lui faire beaucoup de mal, parce que voilà, Bobby Lashley, il est au top du niveau à l'heure actuelle pour lui. Donc une défaite face à Riddle, ça risque pas du tout de lui faire mal. Et puis même, on irait jusqu'à pourquoi pas protéger Bobby Lashley et que Bobby Lashley perde le titre suite à une distraction de MVP qui était à la base pour Riddle, mais qu'au final, ça se retourne contre Bobby Lashley. Donc au final, on aurait un nouveau champion, mais un Bobby Lashley protégé. Et là, on passe au prochain match. Et franchement, s'il y a ce match-là, je l'attends avec impatience. Il s'agit du match pour le titre intercontinental entre Sami Zayn, le champion, et Big E. Car on a pu le voir il y a quelques semaines. Big E donc a broyé la main de Sami Zayn lors d'une poignée de main, et Sami Zayn n'a pas pu se dégager au compte de 10. Et on peut voir que les deux sont plus ou moins en train de se zioter pour le titre des intercontinental. On a pu voir lors du match à 3 contre 3 en l'honneur de Pat Patterson. On a pu le voir la semaine dernière où Sami Zayn a remporté son match, mais par décompte à extérieur. Donc Big E pourrait pourquoi pas réclamer un match de championnat contre Sami Zayn. Et franchement, s'il y a ce match, je veux absolument Big E qui remporte le match, car on est beaucoup à se dire putain, il est où le push de Big E? Bordel, ça, depuis que New Day est séparé, on entend oui, WWE va faire un push de Big E, push de Big E, push de Big E. Il est où le push de Big E? Donc voilà, le push, c'est maintenant. C'est un match contre Sami Zayn pour le titre intercontinental et vous lui faites gagner le titre. Comme ça, c'est un push et vous construisez petit à petit Big E qui pourrait, pourquoi pas, être un candidat potentiel pour remporter Royal Rumble. C'est mon avis. Donc voilà, je pronostique Big E, je suis à fond derrière Big E et puis c'est tout. Après, bien sûr, je vais vous parler aussi des stipulations, parce que comme j'ai dit aussi en début de vidéo, nous n'avons que 2 stipulations TLC, nous n'avons pas de match d'échelle, de table ou de chaises. Donc, le truc, c'est que je sais pas vraiment où mettre ces stipulations. Bon, match de l'échelle, je dirais peut-être pourquoi pas les titres par équipe, soit de Raw ou de SmackDown dans ces stipulations. Match de chaises, bon, je dirais peut-être pourquoi pas, s'il y a le match, le titre intercontinental, pour empêcher Sami Zayn de gagner le match par décompte à l'extérieur, il serait obligé de remporter le match par tombée ou soumission. Ça pourrait être une idée. Ou pourquoi pas en match de échelle aussi, car le dernier match intercontinental de échelle, il était excellent. C'était à Clash of Champions.
Donc on ne dit pas c'est un excellent match. Et le match de table, bah à la base je voulais garder ça pour le titre féminin par équipe, mais je reste à savoir comment ça peut être. Après WWE pourrait très bien garder cette idée-là et mettre le match de table pour les titres par équipe féminin. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas comment WWE va mettre leur stipulation ou voire même mettre ces stipulations-là parce que au rythme où c'est parti, les stipulations, on aura que 2 TLC matchs et Firefly Inferno match. On n'aura que ces stipulations-là pour TLC. Alors que c'est un pay-per-view où on est censé avoir beaucoup de stipulations quand même. Donc, ça fait un peu maigre quand même. Donc voilà, cet épisode du Jimbo Gnostic et Prono de Jimbo est officiellement terminé. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et surtout lâcher un maximum de pouces bleus qui fait plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve demain pour la review du dernier SmackDown avec TLC. Et on se retrouve dimanche à 21 h pour le live habituel sur YouTube où on va faire un petit voilà, pré-show de TLC. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. C'était Jimbo. Je vous fais des bisous et à la prochaine.